Est-ce que vous avez fait consciemment la disposition de 2 intervenants, hommes d'un côté, 2 femmes de l'autre, avec un large fossé pour inclure le dominicain du côté des femmes? La réponse est non, ou alors c'était subliminal, je pense. Alors il y a pas mal de questions évidemment qui sont remontées des différents ateliers. Je les ai classées en 5 thématiques d'importance peut-être différente. Pardonnez-moi si par avance toutes les questions ne seront pas évoquées, mais je pense que peu ou prou tout le monde devrait s'y retrouver. Chacun peut, je parle des intervenants, peut répondre et même est invité à répondre, même si ce n'est pas directement, a priori, de son champ de compétences, ou en tout cas, ce n'est pas directement en lien avec son intervention. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir des regards croisés sur ce sujet. Et puis, je crois qu'également, la salle peut aussi réagir, sinon, ça pourrait être un petit peu monotone. La première série de questions, finalement, c'est quand même bien d'y revenir, c'est de reparler des études de genre en elles-mêmes. Et finalement, il y a plusieurs questions autour, mais finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui différencie études de genre, théorie du genre? Personne n'a employé, je crois, le mot idéologie du genre, mais je le rajoute à dessein. Est-ce que on pourrait peut-être faire un petit tour d'horizon rapide, ce serait intéressant. Si quelqu'un vous interroge, finalement, c'est quoi ces études de genre? Vous répondriez quoi? Donc, les études de genre, on pourrait dire de manière descriptive que c'est un courant actuel, un courant multiple, un courant varié au sein du monde académique. Ce qui est compliqué, c'est qu'aux États-Unis, dans le monde académique et universitaire, on a tendance, quand un problème se pose, on crée des départements de studies. On peut faire des Africa Studies, des Women Studies, et on a fait des Gender Studies. Alors, si vous voulez, maintenant, dans les États-Unis, vous avez des départements entiers spécialisés dans les questions d'études de genre. En France, ça n'existe pas. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on est plus un courant dans le monde académique. Souvent, selon nos socialisations académiques, des sociologues, des historiens, des anthropologues, mais aussi des biologistes, des psychanalystes, on va se reconnaître à titre individuel, seul dans sa faculté, comme relevant des études de genre. Mais de plus en plus, on a des sociétés savantes, des choses qui font des publications, qui nous rassemblent. Donc vous allez relever du courant des études de genre quand vous allez écrire dans certaines revues. Pour les historiens, ça va être Clio, Histoire, Femmes, Genre et Société. Pour les sociologues, vous allez pouvoir écrire dans Genre et Travail. Pour un certain nombre de personnes, vous allez aller dans des revues où il y a le mot genre. Ça va être ça, faire des études de genre concrètement. Dans votre jury de thèse, vous allez faire des spécialistes du genre. Vous allez participer à un certain nombre de colloques. Mais on n'a pas d'étiquette, on n'a pas de choses comme ça. Donc les études de genre, de manière descriptive, c'est tout ce courant intellectuel et académique des gens qui se reconnaissent au minimum dans l'emploi du concept de mot genre. L'expression théorie du genre est compliquée. En anglais, on peut dire gender theory, en effet, la théorie du genre. Mais cette traduction est maladroite et presque impropre en français. En anglais, music theory, c'est le solfège. C'est-à-dire toute forme de modélisation des rapports sociaux, toute forme de modélisation de quelque chose, c'est-à-dire chercher un modèle intellectuel, on va dire que c'est une theory, une théorie. Mais en français, dire de quelque chose que c'est une théorie, ça connote pas vraiment de la même manière. Ça connote de manière un peu péjorative. Ce qui est théorique n'est pas empirique. Ce qui repose sur une théorie ne repose pas sur l'expérience. Ce qui repose sur une théorie n'est pas validé par l'expérience. Donc théorie est impropre. Dans les études de genre, on a plein de théories, mais on n'en a pas une. On a des multiples, on a plusieurs façons de dire les rapports hommes-femmes. Il y a le patriarcat, il y a le sexisme et tout ça. Donc gender theory traduit par théorie du genre, ça a été la façon dont certains penseurs catholiques, pour discréditer les études de genre, ont abusivement traduit théorie du genre. Véritablement, ces hommes, c'est Tony Anatrella, qui est clairement à l'origine dans la sphère francophone de cette expression.
expression relayée par un certain nombre de médias, de dignitaires ecclésiastiques, puis plus tard de mouvements politiques ou de mouvements idéologiques. Dans le monde universitaire, personne n'a à dire théorie du genre. Moi, je vais juste rajouter une petite phrase. Ça apparaît aussi dans mon diaporama. Moi, la notion du genre me gêne énormément en tant que scientifique biologiste, parce qu'elle n'a pas de concept pour nous. Nous, on fait la distinction entre un homme et une femme du point de vue biologique, et le genre n'utilise pas justement ces arguments. Ça va être d'autres arguments qui sortent justement de la biologie. Donc voilà. Rajouter, peut-être enfoncer le clou, Anthony a dit les chercheurs en études de genre, il y en a en sociologie, en histoire, etc., mais aussi en biologie. Anne Faust-Oesterlin, c'est vrai, Anne Faust-Oesterlin qui est très connue, qui est embryologiste. Donc les études de genre s'intéressent aussi à la biologie, par exemple, en observant, et Muriel en a parlé un petit peu, en observant comment les représentations genrées qui nous imprègnent tous, comment elles amènent à finalement produire des connaissances qui s'avèrent erronées ou incomplètes en biologie. Donc les études de genre s'intéressent aussi de très près à la biologie. Moi j'ai une question terre à terre que je relais, mais est-ce qu'il faut être un spécialiste ou de brillants universitaires comme vous êtes toutes et tous à mes côtés pour comprendre de quoi on parle? Il faut demander à la salle. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais je vais quand même j'en profite pour reprendre sur la biologie, parce que moi, je vous ai présenté ce que je fais en formation des enseignants, mais j'ai fait une thèse et une thèse d'histoire de la médecine, donc l'analyse des discours médicaux et biologistes m'intéresse, donc du coup c'était un peu l'exemple sur lequel je suis passée vite sur la fécondation, mais simplement parce que mes collègues l'ont évoqué, la Anne Faust-Oesterlin, il faut quand même peut-être dire d'un mot qu'en biologie, il y a un certain nombre de chercheurs et de chercheuses qui montrent que les différents niveaux que tu as convoqués pour dire là il y a de la différence entre les femmes et les hommes, donc morphologique, anatomique, physiologique et on aurait pu dire on pourrait rajouter gonadique et ensuite chromosomique. En fait, il arrive dans des cas moins exceptionnels qu'on ne veut parfois le penser, qu'il y ait une discordance entre ces différents niveaux de définition. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que on peut avoir des individus qui présentent une formule chromosomique qui n'est pas adéquate. On va essayer de dire les choses comme ça, qui n'est pas habituel, on va dire ça plutôt, qui n'est pas habituel et qu'en fait, même en termes de description anatomique, notamment des appareils génitaux, la diversité est plus importante que ce que laisse parfois penser le discours biologique. Et donc, moi, je reste assez convaincue que non seulement pour l'analyse des discours, mais même pour la description des faits scientifiques, adopter une perspective de genre, ça permet... ça fait pas advenir des réalités, mais ça les rend visibles, alors que si on s'en passe et qu'on se contente de la bicatégorisation systématique, en tout cas c'est mon sentiment, mais je suis pas biologiste, on tend à une simplification des réalités qui fait ignorer, et encore une fois, des cas qui sont pas si anecdotiques que ça statistiquement. Voilà, des formules chromosomiques, XX, Y, il y a tout un tas de... D'accord. Il faut aussi que je fasse pas Vous avez parlé en particulier de l'intersexuation. Alors, il y a différentes manières de définir l'intersexuation, mais disons dans le sens le plus large, on va dire, c'est tout ce qui... ça désigne les personnes intersexuées ou intersexes, c'est toutes les personnes soit qui n'ont pas... soit dont... Parce que le sexe biologique, il n'y a pas un sexe biologique en fait. Le sexe biologique se détermine à différents niveaux, effectivement au niveau chromosomique, est-ce que la personne a XX ou XY, ensuite le sexe gonadique, est-ce que la personne a des testicules ou des ovaires, et ensuite le sexe génital, on va dire l'anatomie génitale. Et donc il y a un certain nombre de personnes déjà qui, à un de ces trois niveaux par exemple, ne correspondent à aucune des deux formes canoniques. Par exemple, il y a des gens qui ne sont ni XX ni XY.
Il y a des gens qui sont X tout court. Alors, est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des hommes? Je ne sais pas dire, moi. Il y a des gens qui sont XXY. Voilà. Donc ça, c'est un des cas. Et puis, il y a une autre configuration qui est que les personnes ont une incohérence, on va dire, entre deux de ces niveaux. Donc, par exemple, ça va être une personne qui est XY génétiquement, donc on va dire génétiquement c'est un homme, mais qui, en raison d'une anomalie génétique, est insensible à la testostérone et donc va avoir un corps parfaitement féminin. Enfin, en général, ces personnes d'ailleurs apprennent qu'elles sont des hommes génétiquement le jour où elles essayent d'avoir des enfants ou bien au moment de la puberté, voilà. Donc, toutes ces configurations, c'est vrai qu'on a tendance à les minorer quantitativement. Alors, l'étude qui fait, enfin, la méta-analyse qui fait référence sur le sujet a estimé, ça reste une estimation, ça donne un ordre d'idée parce qu'on n'a pas vraiment de chiffres précis, mais a estimé la fréquence de tout ce que je viens de décrire à 1,7%. Ce qui est quand même beaucoup. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand on dit l'être humain, c'est forcément un homme et une femme, il faut aussi se rendre compte que quand on tient ce discours, on exerce quand même une violence symbolique sur tous ces gens qui ne sont pas dans ces cases-là. Et ils existent. Voilà. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent. Je reprends un peu. Ces cas-là, oui, ils existent. On en parle en cours et on commence à voir ça. On leur donne un exercice aux élèves, justement, par une personne qui est XX et on a une apparence masculine. Et la question, les élèves se posent, mais pourquoi? Comment ça se fait? J'ai toujours appris XY, c'était un homme, XX, c'est une femme. Et en fait, il y a différentes façons d'explication, mais ça peut être ce petit gène SRY qui peut se déplacer parfois, qui peut se retrouver sur un chromosome X. C'est quand lorsque les cellules se divisent, il peut y avoir une malformation au niveau de la fabrication de l'ovule et ce petit gène SRY se trouve sur le X. Donc ça va donner par exemple la formation d'un homme, alors que chromosomiquement il est XX. Et justement ça soulève la question derrière qu'il n'y a pas que la génétique en fait qui va donner un homme et une femme, il y a aussi tout le contexte socio-culturel derrière qui va influencer dessus. Mais en aucun cas, justement, on va employer le mot genre, en fait, en cours. Ça va pas apparaître parce qu'on va s'arrêter uniquement aux notions biologiques, en fait. Ça peut être, il y a un autre, en sciences, nous, il y a un autre mot qui nous gêne, c'est le mot race, par exemple, racisme. C'est la même chose pour nous, ça n'a pas de notion biologique, en fait. Je comprends qu'en histoire-géographie, on peut en parler, en philosophie, on peut en parler, mais c'est dans ce sens-là, en fait, que je veux l'expliquer. Tout à fait d'accord, effectivement. C'est ça. En fait, la biologie n'a rien à dire sur le genre. Donc, finalement, le genre n'a rien à faire dans l'enseignement de la biologie. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le seul souci, c'est que, en tant que professeur d'histoire géo, on me fait assumer l'éducation civique. Mais vous, en tant que professeur de biologie, on vous fait assumer l'éducation sexuelle. Et alors, allez, vous pensez une sexualité sans société. C'est là où... C'est qu'une... Quand on a fait rentrer l'éducation à la sexualité dans l'école, on s'est dit que la personne la plus compétente en parler, c'est ce que vous disiez ce matin sur la tuyauterie, ça allait être le professeur de SVT, de biologie, dit de sciences naturelles, dans les années 70. Et ça n'a jamais été réinterrogé depuis. Donc du coup, le code de l'éducation qui régit nos pratiques obligatoires dans la matière nous assigne un certain nombre d'heures en disant chaque élève du primaire au secondaire doit être éduqué à la sexualité, connaissance de son corps, connaissance de la psychologie, connaissance des autres, des lois et tout ça. Il n'est pas dit que ça soit que les profs de SVT, normalement c'est toute la communauté éducative. De fait, empiriquement, on sait à peu près que c'est que les infirmières scolaires et vous-même, et vous le faites bien, qui faites ça. Donc, alors après nous répondre en disant le genre n'a rien à faire, quand la polémique est née en 2010 et quand on allait voir les manuels de biologie, il y avait du social. Certains manuels, il y avait une photo de l'exitrans, de la manifestation pour le droit des personnes transidentitaires. Il y avait un texte de sociologie qui, dans une des collections qui employait le mot genre. Donc, faut pas. Après, je pense qu'il faut assumer la dimension sociale de la sexualité. On s'éduque à l'affectivité
Et on peut avoir une sexualité dans une société qui a un droit, qui a des lois. Et cette sexualité, elle a le droit d'être protégée contre les discriminations. Hein, c'est pas parce qu'on a une orientation sexuelle qu'on peut être écarté de quelque part. Cette sexualité, elle nous demande de vivre ensemble, elle a une dimension civique, on n'a pas le droit de coucher avec quelqu'un sans son consentement, on n'a pas le droit de violer, mais c'est ça aussi. Alors on peut pas dire c'est que de la biologie, parce que ça marchera pas. Les parents nous croiront pas, les élèves nous croiront pas, et nous éducateurs on leur mentira. Donc l'éducation à la sexualité, moi je suis bien d'accord, il faut la remettre sur la table dans l'éducation, et c'est peut-être ce qui va éviter qu'on ait ces polémiques à foison. Enfin, c'est un point de vue. Hein, Moi je dois bien un petit quelque chose quand même, parce que tu dis il n'y a pas de sexualité sans société. Moi j'aimerais bien rajouter qu'il n'y a pas de science sans société. Aussi, oui. Et que le discours scientifique est aussi un discours qui est socialement situé. Je vais juste donner quelques tout petits exemples de ce que ça peut produire, du coup, le fait de ne pas avoir conscience de ça. Ça va dans le même sens que ma démonstration sur la fécondation. Exemple, par exemple, le chromosome Y possède des fonctions régulatrices dominantes. Ou encore, le chromosome Y, tout ce que je dis là, c'est tiré d'articles scientifiques. Hein. C'est un cours que je fais en fac de médecine. Le chromosome Y joue un rôle crucial dans la détermination du sexe. Un embryon qui hérite d'un chromosome Y se développe en mâle, alors qu'un embryon qui n'a pas de chromosome Y se développe en femelle. Avec toujours l'idée qu'en fait, le féminin est comme par défaut. Oui, c'est ça, la femme, voilà. on disait que la femme est un homme par défaut. Voilà. Autre exemple, c'est dans Nature, au courant des années 90. Un gène lié au chromosome Y détourne la gonade indifférenciée du développement par défaut, aboutissant à l'ovaire, au profit de la différenciation des testicules qui amorce le développement mâle. Et mon préféré, le mode de développement femelle peut être considéré comme le schéma par défaut du corps, schéma qui peut être contrecarré par la formation des testicules afin de produire un mâle. Et ça, c'est pareil, c'est une revue scientifique américaine, Current Biology, en 1994. Donc les discours scientifiques sont évidemment socialement situés, et voilà, et là on voit que certains corps sont plus naturels que d'autres en quelque sorte. Voilà. Donc c'est